C'est pas encore pris, hein, le direct. On est en direct là. Ah bon? Oui, Pourquoi ici? c'est vrai. Oh, rafraîchi peut-être. Oh, ok. Ah oui. Alors, on va voir avec nos amis s'ils ils nous entendent bien. Est-ce que vous entendez bien, les amis? C'est vrai. Oh, rafraîchi peut-être. On a dû changer de lieu, d'emplacement. Est-ce que vous nous entendez bien? S'il vous plaît. Si vous entendez bien, faites-nous un petit coucou pour qu'on sache que la connexion est bonne, s'il vous plaît. Merci de nous laisser un petit commentaire pour nous dire si vous nous entendez très bien, s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure, on avait une qualité de son exécrable. Bon, alors, on a 5 sur 5. On va attendre un certain nombre peut-être. Ouais, voilà. Dès qu'on est... Bon dimanche, chère Nadine NK. Bon dimanche, cher Tiassem Plus. J'espère que vous allez bien de votre côté. Merci d'être avec nous. Nous serons avec monsieur Moda à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Ok, Bouboule Bulle nous rejoint. 5 sur 5 de Jean-David Mihamle depuis la Turquie. Bonsoir Jean-David. Eh bien, si vous nous entendez, je crois qu'on va devoir y aller, monsieur Moda. Monsieur Palmer, bonjour. Bonjour. Effectivement, la circonstance est exceptionnelle. Vous affichez peut-être un sourire, mais c'est un sourire de façade, parce qu'aujourd'hui, vous avez appris le décès de quelqu'un qui vous est très proche. Il s'agit de l'humoriste Kwakam Narcisse. Effectivement, Kwakam Narcisse nous a quittés. Je l'ai appris avec beaucoup de peine. C'est quelqu'un que je connaissais personnellement depuis une trentaine d'années. C'est 30 ans d'amitié, de fraternité, de fidélité, de loyauté et de soutien réciproque. C'était un aîné, mais en réalité, nous étions de très 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 bons amis. On s'est rencontrés il y a une trentaine d'années au Cameroun. Et il y a tout de suite une connexion spirituelle et intellectuelle entre nous. Pourtant, vous n'étiez pas de la même génération. Oui, on n'était pas de la même génération, mais en général, j'ai toujours eu des amis plus âgés que moi. C'est depuis que je suis tout gamin, ça a toujours été ça. Et c'était quelqu'un d'assez particulier, c'était un homme d'exception. Le dire, ce n'est pas du tout être dans l'exagération. Et c'est pas du tout des formules pour faire jojo, parce qu'on a une circonstance qui est triste et que la coutume veut qu'on trouve toujours des compliments ou des qualités à des gens parce qu'ils ne sont plus là. Lui, réellement, c'était quelqu'un d'exception, un homme d'exception, Narcisse Kwakam. Et si je l'ai chéri, je l'ai porté dans mon cœur durant toutes ces années, 30 ans. Parce qu'on s'est connus, je crois, vers le début des années 94. Et bien, c'est parce qu'il avait toutes ces qualités-là qui le rendaient attachant et exceptionnel. Mais est-ce que dans votre carrière, dans le parcours qui était le vôtre avec lui, est-ce que vous avez, comment je vais dire ça,
vous avez saisi quelques moments, vous l'avez accompagné dans sa carrière ou simplement vous étiez un ami que vous voyez à titre privé et non pas dans l'activité qui était la sienne? Non, c'est une très bonne question, monsieur Moda. Non, non, non. Alors, je parlais tout à l'heure de connivence intellectuelle et spirituelle. C'est justement parce que sur le plan professionnel, on a été appelés à cheminer ensemble. Le souvenir le plus lointain qui me remonte, au-delà des shows qui m'a été donné de présenter, où je l'ai présenté, il y a une expérience d'ailleurs qui est jalonnée d'anecdotes que j'ai connues avec lui à l'époque. Vous savez, le Cameroun n'est pas vraiment un pays réputé pour ses hommes empreints d'honnêteté. La plupart du temps, tous les récits de la vie des hommes au Cameroun sont toujours jalonnés d'arnaques, d'abus, d'escroqueries. Et lui, il a ceci de particulier qu'un jour, il m'a appelé, il m'a dit, bah, tiens, voilà, j'ai un sponsor et mon sponsor souhaite que je produise des petites histoires drôles, mais courtes. Et pour ça, j'ai fait appel aussi à un de mes amis avec qui j'ai une bonne connivence intellectuelle, qui s'appelle Cindy Midja. Bien sûr, un autre comédien. Voilà, notre comédien. Et à l'époque, j'avais un petit studio personnel chez moi, à la maison. J'habitais à Yaoundé, à Anguissa. Et puis, il a souhaité que je sois la personne qui les accompagne dans la réalisation de ce projet. Et donc, je les accueillais une fois toutes les semaines pour qu'on enregistre, hein, qu'on réalise ces capsules. Donc, on était tous les trois, Cindy Midja, Narcisse Procam et moi. Et jusqu'à... Ce qui m'a frappé, c'est que la plupart du temps, quand on finissait de travailler, ce qui se passait, c'est que dès qu'on avait fini de travailler, il se trouvait que les sponsors ne payaient pas aussitôt. Donc ce que nous faisions, c'était quoi? Ils me disaient, bon, allez, on se revoit. Et il pouvait passer 2-3 mois, mais peu importe le temps qui passait, un matin, je recevais un coup de fil de lui et il me disait, tiens, la facture vient de passer. Et donc j'ai ta part, où est-ce que tu es? Et il venait me donner ce qui me revenait. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé parce que c'est pas du tout dans la mentalité des gens de chez nous. Les uns et les autres pensent toujours aux petites arnaques. C'était quelqu'un de très honnête, très très honnête en affaires comme en amitié. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de lui sur le plan, on va dire, humoristique? Oh là là, c'était quelqu'un... Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il faut dire que ça fait un certain temps qu'il n'était plus très très en actualité. Oui, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière très très jeune, fin des années 70. Hein. Donc son histoire est un tout petit peu là, l'histoire de l'humour camerounais. Il a vu traverser le temps en se bonifiant, en se réinventant. C'est pas toujours évident avec les nouvelles générations qui arrivent. Bien sûr. Ce que je retiens, c'est que c'était quelqu'un de très créatif et qui avait une dimension, quelque chose de très construit dans la manière dont il amenait son art. Bon, il faut savoir qu'il a décidé de se consacrer à une carrière d'artiste alors qu'il avait une autre vie. Hein. C'est quelqu'un qui était dans le top management d'une banque au Cameroun, le Crédit Agricole. Pour ne pas la citer. Oui, pour ne pas la citer, le Crédit Agricole, c'était, je crois, le directeur commercial là-bas, à l'époque. Et il a laissé cette carrière pour se consacrer. Il a laissé la carrière ou alors il a continué sa carrière et fait sa passion au métier? Non, il a fait de l'humour son métier. Donc, au détriment de cette première carrière dans la banque. Où voilà, il a bien fait ses armes. Non, c'était un très très grand talent. Est-ce qu'il ne prestait qu'au Cameroun ou bien il est arrivé d'aller à l'étranger? Ah, bien sûr que c'est l'une des premières figures de l'humour camerounais connues à l'international. Il a fait plusieurs scènes dans le monde avec des gens comme Michel Drucker, présentés à l'époque par lui, des scènes, je me rappelle, avec les Africa Music Awards avec Consti Eka. Il a fait beaucoup de scènes internationales. Au contraire, c'est pas le menu fretin qui nous quitte. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué son temps et qui a une belle carrière, une carrière très riche,
très inventive. Avec lui, on ne savait jamais ce qui allait se passer la minute d'après. Hein. Il avait une nouvelle idée toutes les 2 secondes. Donc c'est réellement une très grande pointure qui s'en va. Et je voulais le dire. On vous sent très affecté d'ailleurs. Et puis sur votre page tout à l'heure, vous avez mentionné que vous préparez un hommage particulier à Laurent. C'est quoi? C'est une compilation de tournages? Ce sont vos rencontres? De quoi s'agit-il un tout petit peu en avant-goût de ce que vous allez faire? Vous savez, le problème chez nous, c'est que nous ne savons pas rendre hommage aux plus méritants. Moi, j'aime souvent mieux le faire de leur vivant. Bien sûr. Parce que bon, il y a toujours une petite note de regret de se dire que quelqu'un était là, on ne lui a pas assez dit qu'on l'aimait. Bon, moi, c'est pas mon cas. Hein. Moi, je suis du type à rendre hommage aux gens de leur vivant, à les célébrer, à les porter. Donc, je pense que pour les nouvelles générations, c'est important quand même qu'on puisse attester par un document de sa trajectoire. Bon, j'ai la chance d'avoir avec lui été de beaucoup de projets. Je me rappelle, j'ai tourné en 2010 au Cameroun. Il était mon invité sur cette émission-là, Noël des leaders, avec plusieurs personnalités camerounaises. Toutes les fois qu'il était de passage à Paris, on était ensemble. On a un certain nombre quand même, un important stock d'archives qu'on peut partager avec le grand public. Des interviews, j'étais en 2018 au Cameroun, on a refait un autre tournage ensemble. Nous avons été de plusieurs batailles, s'il faut appeler ça comme ça, mais aussi de plusieurs projets que nous avons travaillé ensemble, et je crois que cette petite banque d'images là peut être intéressante dans le cadre d'une spéciale Narcisse Kokam. Il est parti en fait, c'est ce matin qu'on a appris son décès. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il était malade ou alors c'est arrivé comme ça subitement? Bon oui, on parle de maladie. On parle d'une maladie, d'une opération qui a mal tourné à terme et puis qu'il a finalement emporté. C'est quelqu'un qui, souvent vous m'entendez dire aux plus jeunes ici, qui évoque toujours les choses sous le prisme tribal, que de faire très attention parce que le Cameroun est un. Tout ce qui ramène toujours tout à la tribu, moi je suis un tel, vous n'aimez pas un tel. Les gens ne peuvent pas s'imaginer le niveau d'acquaintance. Moi je me rappelle qu'une fois, ce Narcisse, c'est lui qui m'a présenté à M. Fokam de la banque à Freeland. Oui. Ouais, parce que c'était quelqu'un capable de spontanéité. Hein. Lui, il ne connaissait pas du tout le repli tribal. On n'aurait pas pu rester autant d'années ensemble s'il y avait ce type de considération. C'est-à-dire qui est un bassin d'origine. Voilà. Donc c'est quelqu'un avec qui il est comme un frère, quoi. Donc quand j'entends parfois les gens parler, vouloir résumer les choses à la tribu, je me dis mais est-ce que vous pouvez imaginer le niveau de connivence, de connexion qui peut exister entre les gens, peu importe d'où ils viennent. C'est lui, il est le symbole accompli de ce truc. Je me rappelle, j'étais au Cameroun pour un projet. À peine j'étais là, il m'a dit tiens, il faut que je te présente à Fokam. Il est là, au Cameroun en ce moment. Il a appelé et puis rendez-vous fait sur place. Bon, avec lui, c'était une autre affaire, une autre histoire, mais quand même, vous dire les gestes de grandeur, de générosité dont il était capable. En tout cas, une fois de plus, son décès met en lumière les failles de notre système médical. Apparemment, on part d'un plateau technique très léger qui n'a pas su l'accompagner en fait. Oui, mais vous savez que la plupart du temps, on évoque toujours le plateau technique quand on parle des affaires du Cameroun. Mais il n'y a pas que le plateau technique. Il y a le niveau des RH. Il y a un professeur émérite, on va dire ça comme ça, camerounais. Je crois que c'est le professeur Boni. Voilà, le professeur Boni Aimé. Exactement. Voilà. Aimé, oui. Le professeur Boni Aimé, que j'ai suivi il n'y a pas très longtemps, qui décrivait de manière complètement ahurissante le contexte des formations du personnel médical au Cameroun. Je ne parle pas des paramédicaux, je parle des médicaux, des médecins et tout. Et il parlait d'un taux d'absentéisme qui fait juste froid au dos. Et là, il a illustré une fois, parce qu'on a vu des images, on voit des salles d'amphi totalement désertées, et je pense que c'est cette sortie de lui qui lui a valu d'être renvoyé en Europe.
Tout à fait. Ça comme ça. Ce qui est dommage, un professeur de médecine de tel talent, de tel niveau. De ce niveau, dont le Cameroun choisit de se passer, ça pose un peu un problème, quoi. C'est la plupart du temps qu'on dit qu'on est dirigé par des sorciers, les gens croient que c'est juste qu'on ait des mauvaises langues ou qu'on a de la bile, on veut cracher la haine. Ça n'a rien à voir. C'est réellement que nous sommes dans un pays avec un niveau d'inconscience, en tout cas un niveau de leadership, qui fait froid au dos, quoi. Est-ce que le Cameroun a les moyens de se passer d'un professeur de médecine? Vous vous rendez compte, monsieur Moda? On n'a pas les moyens de se passer d'un professeur. Moi, j'ai entendu ce type parler. J'ai vu tout de suite du patriotisme en lui. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu se contenter d'aller à la gamelle et puis de se foutre de ce qu'il y a avant, que les choses se passent bien ou pas. Mais si on vous dit que dans les écoles de formation de nos médecins, on a des taux d'absentéisme, en tout cas des taux de présence de 20%. C'est-à-dire que 80% du temps, les gens qui sont appelés demain à manipuler la vie de leurs concitoyens, à 80% du temps, ils ne sont pas au cours, ils suivent les cours, vous comprenez, ces perfusions qu'on place aux gens, ces anesthésies qu'on place aux gens qui finissent par les emporter, quoi. Donc il pose un réel problème qui doit participer, si demain il y a des états généraux du Cameroun, qu'on doit poser sur la table de ces états généraux du Cameroun, quoi. Il y a plein de gens là qui normalement n'ont pas qualité pour exercer comme médecin au Cameroun et qui ne peuvent exercer que dans cet environnement de corruption. Mais clairement, avant même d'évoquer le plateau technique, moi je veux qu'on évoque la question des hommes, la qualité des formations. On ne peut pas se permettre de faire du laxisme dans des domaines aussi sensibles, aussi précieux que ceux de la médecine. Et si c'était des voix comme les nôtres seules qui en parlaient, les gens pouvaient dire, bon oui, ils sont dans l'exagération et tout, mais là c'est une voix autorisée. Qui mieux que le professeur Boni aimé pour nous dire ce qui se passe dans la médecine au Cameroun? Et si on ne l'écoute pas, on va écouter qui? Comparaison, les comparaisons, au Cameroun également, il y a un célèbre professeur, chirurgien, orthopédiste reconnu, j'ai cité ici le nommé le professeur Bayebek, qui aussi a eu en son temps et en son temps poussé ce genre de cri de gueule, ce qui lui a valu d'énormes déconvenus également dans le schéma de sa carrière. Non, mais il faut dire les choses. Moi, je ne suis pas pour les gens qui se couchent, hein, parce que la problématique qu'on a au Cameroun, c'est celle-là. C'est-à-dire que personne ne veut porter ses couilles. Tout le monde préfère son petit confort, hein, en trahissant la patrie. Et puis, ces gens-là qui préfèrent trahir, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ce qu'ils savent faire, c'est de vous appeler à côté. Oh, Monsieur Moda, faites attention quand même. Ces gens-là sont méchants, ils vont vous tuer et tout. Bon, allez, c'est sympa 2 minutes, mais franchement, vous pensez quoi? Que les gens doivent vivre en pensant à qu'ils vont être tués ou pas? Chacun doit faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de pas de se coucher. Notre rôle, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, n'en déplaise aux gens. Et c'est pas forcément parce qu'on fait une fixette sur les gens, hein. On a d'autres choses à faire, mais on ne peut pas tous rester les bras croisés et puis regarder un pays se détruire et puis ne rien dire. On a quand même des comptes à rendre aux générations d'après. On est d'accord que si nos aînés avaient mené certains combats dans leur temps, on n'aurait pas connu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il faut quand même qu'il y ait des gens, au moins une génération qui se lève et qui fait le travail qu'il faut faire. Nonobstant tout ce qui peut arriver, on s'en fout de ça. Monsieur Bonda, moi je ne me lève pas le matin en stressant sur « Oh putain, je vais mourir ». Mais non, mais ça fait partie de la vie. Hein. Et, celui dont, c'est Poutine qui le dit souvent, celui dont le destin est de mourir noyé, il ne va pas mourir empoisonné. Donc, chacun a un rôle à jouer dans notre société, il faut qu'il le joue et qu'il ne se pose pas des problèmes sur qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Il faut faire ce qu'on a à faire et puis les autres n'ont qu'à faire ce qu'eux, ils ont à faire. Donc je pense que pour répondre clairement à la question, moi des gens comme Jean Bayebek, des gens comme le professeur Aimé Boni, c'est des gens qui emporteront plus mon respect, hein, parce qu'ils ont la capacité, malgré ce que ça peut coûter. En plus, ça coûte même quoi à la fin? On vit dans une terre, des pauvres types que nous sommes et tout. Nous tenons à quoi? Nous tenons à un petit souffle. On a beau accumuler ces richesses, ce matériel et tout, ben, ils s'envolent d'un claquement de doigts. Moi, j'ai vu des gens qui ont accumulé des biens et qui,
rouler carrosse et tout, et le jour où ils ferment les yeux, tout est dilapidé par leur descendance. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose en réalité? Moi, je crois qu'il faut s'inscrire dans les schémas de postérité. C'est plus important, hein, parce que oui, demain, l'histoire questionnera notre passage. Vous étiez là, votre pays était détruit, que faisiez-vous? Et vous savez, la vie des hommes est plus courte que la vie des nations. C'est vite passé, hein. Ça ne représente rien le laps de temps que nous passons sur Terre. On vous dit, Monsieur Moda, qu'il y a 10 000 ans, il y a des gens qui vivaient sur cette Terre. Nous n'avons aucune trace de leur passage. Parfois, ce qui nous reste, c'est des bribes d'histoire. Hein, et ces bribes d'histoire... Oui, comment? Des bouts d'histoire, il y a encore. Mais, pour rester dans le domaine de M. Palmer, est-ce que ça a un sens qu'au Cameroun, que le ministre de la Santé, qu'on appelle docteur, oui, il a un doctorat, mais pas en médecine, il a un doctorat en sciences politiques ou droit. Est-ce que ça a un sens que le ministre de la Santé d'un pays comme le Cameroun soit quelqu'un qui n'ait pas une formation médicale ou scientifique? Ça a un sens dans un contexte de non-sens. Hein. Nous avons des gens qui ont décidé clairement de se mettre en complot contre le pays qui les a vus naître. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que cette gouvernance, que je ne sais pas si c'est une malchance ou c'est quoi, que nous avons au Cameroun, est une gouvernance qui a décidé de travailler contre les intérêts du pays, contre des populations. La preuve, moi j'entends souvent des gens dire « Oui, vraiment, il faut se battre pour qu'on reste en paix ». Mais est-ce qu'il y a la paix au Cameroun, M. Moda? Il n'y a pas de paix. Un pays où on peut vous attraper aujourd'hui, on vous assassine, on vous mutile, on vous torture, et puis ça ne va nulle part. En plus, votre corps même, votre famille ne voit pas le corps. On confisque le corps pendant 2 ans. La famille ne peut, je parle de Martinez Ogo, la famille ne peut même pas faire son deuil. Est-ce qu'on peut pas? On appelle ça un pays de paix? On ne peut pas appeler ça un pays de paix. Un pays où une parcelle du territoire, le nord et le sud-ouest, est l'objet, est le théâtre de violents affrontements avec des dizaines de morts, des millions de déplacés et tout. Est-ce qu'on peut appeler ce genre de pays un pays de paix? Moi je dis que les Camerounais sont dans l'abus à tous les niveaux. Quand j'entends dire souvent que le président Biya nous a garanti la paix, mais de quelle paix il s'agit? Il n'y a pas de paix quand on est dans un état de non-droit. On ne parle pas que de paix, on parle du Cameroun. Oui. On parle de paix et de stabilité. Oui, mais est-ce qu'il y a de la stabilité au Cameroun? La stabilité, c'est quand il y a l'état de droit. C'est quand on est sûr, M. Moda, que je peux abuser de vous et vous allez recourir aux instances compétentes pour me faire condamner ou pour entrer dans vos droits. Mais si vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas obtenir des institutions de la justice, mais ce n'est pas un état, on n'est pas du tout dans quelque chose de stable. La preuve, quand des investisseurs veulent venir en Afrique, quelle est la première conditionnalité? Ils vont toujours regarder la note de stabilité des pays. Ils regardent Cameroun, et puis ils vous disent non, l'environnement des affaires n'est pas sécure. Ben, moi je vais venir mettre 50 millions d'euros sur la table, et puis quand j'ai fini, moi qui vous parle, j'en ai été victime. D'accord? Je mets de l'argent sur la table, du jour au lendemain, un bonhomme décide de me barboter cet argent, je ne peux pas me plaindre, là où je vais me plaindre, c'est l'endroit où je suis attendu pour être enlevé, pour être tué. Vous pensez qu'à partir de mon expérience à moi, c'est pas pour parler de moi tout le temps, mais à partir de mon expérience à moi, je peux encourager les gens à aller investir là-bas? Non. Donc on n'est clairement pas dans un pays de paix. Il faut que les Camerounais arrêtent de se mentir à eux-mêmes. Le Cameroun n'est pas un pays de paix, on est loin d'être un pays de paix, c'est un pays d'abus, c'est un pays en termes de gouvernance où on a des gens qui non seulement n'ont pas le niveau, mais des gens qui sont en complot. Parce que l'un des procès qu'il faudra faire dans l'après, c'est le complot, parce que là on a non seulement une atteinte à la sûreté de l'État, mais on a une association de gens qui se sont mis ensemble pour saboter la marche de notre pays. De toute façon, si je comprends très bien vos propos, c'est qu'en fait c'est une absurdité, une incongruité que de voir que Cameroun qui regorge tant de médecins spécialistes, de chirurgiens de haut vol. D'ailleurs, on peut citer entre autres le Camerounais qui elle est le plus grand chirurgien aux États-Unis, je crois, un Benaï. Oui, d'ailleurs. Qui est cardiologue. Exactement. Ouais. Et qu'au Cameroun, on va chercher un juriste, un politiste, un docteur en sciences politiques pour faire de lui le ministre d'un domaine aussi pointu que celui du ministère de la Santé. C'est une incongruité. Mais c'est l'absence de vision. C'est qui est président du Cameroun?
Quand on va encore parler de lui, les gens vont nous dire oui, il faut laisser le vieux, il est fatigué déjà. Mais les faits sont têtus. Si vous voulez qu'on vous laisse, vous descendez votre décharge. Vous ne gardez pas la charge en espérant que l'excuse de l'âge fera qu'on ne vous dise pas ce qui ne va pas, quand ça ne va pas. Donc encore une fois, qui est président du Cameroun? C'est quelqu'un qui a brillé par une absence de vision en 43 ans de gouvernance. Ce que nous avons vu de lui, c'est quelqu'un d'erratique, quelqu'un pas capable du tout de fixer un cap, avec un projet très clair, menant les Camerounais d'un point A à un point B, projet auquel agrège l'ensemble des concitoyens. Non, on a plutôt vu un bonhomme qui se lève un matin, déjà qui se considère comme un monarque de droit divin. Hein? C'est-à-dire, il doit sortir, on bloque les routes toute une journée, donc il n'y a pas d'activité économique. Comme si ça rentrait de l'argent au Cameroun, ça crée une quelconque valeur. Hein. Il n'est pas content. Toute la vie, vous voyez un pays comme le Cameroun, tout est suspendu à la présidence de la République. Vous ne pouvez aller faire aucune petite affaire là-bas sans que le type qui doit signer à votre niveau vous dise non, il faut aller à l'échelon supérieur et finalement vous vous retrouvez au palais. S'il n'y a pas de OK du palais, si ces gens ne sont pas d'accord, rien ne marche. Et la plupart du temps, comme ils ne sont pas habités par l'idée de faire marcher les choses, et bien qu'est-ce que ça donne? C'est que vous perdez du temps, et puis à un moment donné, vous perdez de l'argent aussi, et puis à un moment donné, vous avez envie de partir, quoi. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas qu'on ait même un boutiquier ou je ne sais pas ce que vous voulez à la tête du ministère de la Santé. Ça correspond complètement au schéma qui est mis en place. Comment est-ce qu'on copte les gens? Est-ce que c'est par le mérite? Non. On le sait très bien, on en a parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, ça sort encore des propres rangs du sérail. On en a parlé, des méthodes de cooptation au Cameroun où c'est pas parce que vous êtes brillant, mais c'est parce qu'on peut, voilà, on va vous appeler dans une chambre, on vous fait baisser votre culotte, on vous saute, et puis derrière on vous dit bon voilà, tu as le poste maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Bon, tu peux faire ce que tu veux. Comment vous l'entendez vous, Monsieur Moda? Monsieur Palmer. Ouais. En réalité, cette rencontre impromptue de tout à l'heure, c'était pour avoir une pensée triste pour cet artiste qui nous a quittés aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'avec le Cameroun, avec vous notamment, quand on parle du Cameroun, rapidement on bascule vers le domaine politique. Dites-moi, Monsieur Palmer, l'actualité camerounaise est agitée ces derniers temps par les questions politiques. Quel regard posez-vous sur tous ces événements récents? Alors, juste avant de répondre à votre question, je lis là un message de Larry Moine Jesus qui dit « On attrape et assassine partout, ce n'est pas un argument solide, Monsieur Morgan. » Vous voyez donc ce type de Camerounais, c'est-à-dire qu'on arrive à la banalisation d'actes de barbarie qui n'ont de raison d'être que dans un état d'ensauvagement. On attrape et on assassine partout, ce n'est pas un argument, monsieur. Ah d'accord, donc j'aimerais bien qu'on assassine votre fille ou qu'on assassine votre père et puis qu'on en arrive à la banalisation de dire que oui, on attrape, les gens on les assassine partout. Et d'ailleurs, il précise que nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays de paix. Donc monsieur, moi j'ai rien à dire avec les gens qui pensent comme ça. C'est à cause des gens comme vous que notre pays est dans cette situation aujourd'hui. Et j'aimerais que vous continuiez à tenir ces discours dans l'après. Voilà, nous sommes un pays de paix. N'importe quoi, monsieur Larry Moine Jesus, je pense qu'il y a des plaisanteries il faut aller faire ça avec vos amis du RDPC. D'accord? Nous, quand on est là pour parler des choses sérieuses. Je ne suis pas certain que vous connaissez ce pays mieux que nous autres, que même ces gens que vous défendez, que vous les connaissez mieux que nous. D'accord? Donc on va arrêter les plaisanteries, on assassine partout, ce n'est pas un argument. Vous pouvez me dire un journaliste qui a été assassiné en France, mutilé, découpé comme un animal. Et donc depuis que le meurtre a eu lieu, aujourd'hui on n'a pas de justice qui soit rendue. Mais il faut arrêter les plaisanteries. Hein. Moi la prochaine fois d'ailleurs, je vais vous suspendre de mes amitiés parce que je ne veux pas entendre ce genre de discours, de relativisme. Allez faire ça sur vos pages du RDPC qui sont faites pour ça. Et encore, voilà. Encore si c'est pas du RDPC, sont faites pour ça. Donc on attrape les gens, on assassine partout. Ce n'est pas un argument solide. Allez vous faire foutre, monsieur Larry Moine Jesus. Je n'ai pas d'empathie pour les gens qui se moquent pour la vie, qui se moquent de la vie des autres. Vous avez pensé à la famille de ces gens qu'on assassine? Vous pensez à tous ces gens qui meurent gratuitement? Et quand bien même on assassinerait partout, est-ce que c'est le bon exemple? Il faut arrêter ces conneries là. Bon, on va revenir à l'essentiel, M. Palmer. Dites-nous,
l'actualité camerounaise est agitée ces derniers temps, pas que camerounaise, ivoirienne également. Comparaison n'étant comparaison d'ailleurs. On a vu hier en Côte d'Ivoire une manifestation énorme contre, pour manifester l'énervement des populations contre, on va dire, ces listes électorales, ces candidats qui sont interdits de candidater en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on ne l'a pas vu. Les gens ont accepté les décisions prises en toute quiétude. Pourquoi on ne marche pas au Cameroun, dites-nous? Parce qu'on a des gens comme ce monsieur-là qui vient nous dire que tout est normal dans le meilleur des mondes possibles. Et donc, les milliers de gens qui parlent tous les jours, qui s'époumonent tous les jours, s'époumonent pour rien. Hein, ils ont tort, c'est eux le problème. Hein? Voilà, c'est ce qu'il essaie de nous dire. C'est parce qu'on a des gens comme ça qu'il n'y a pas de dynamique qui se crée durablement. Ouais, parce que si pendant que les gens se mobilisent, parce que c'est pour le bien de tous, parce que c'est ce monsieur qui parle, vous verrez que quand il n'y a pas d'électricité dans le Cameroun, il n'y a pas d'électricité chez lui. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau chez lui, il ne se lave pas, mais il nous dit qu'on est dans un pays en paix. Vous savez, on ne peut pas continuer à accepter de l'imposture. C'est à cause d'une certaine catégorie de Camerounais que nous sommes dans cette société-là que nous voyons aujourd'hui. Donc moi, la question que vous posez, pourquoi les gens ne marchent pas, j'ai répondu à cette question au début en vous disant que pourquoi? Parce que le cancer du Cameroun, c'est la peur. Tout le monde a peur de mourir. Il y a un tel rapport, un tel attachement à la vie qu'on se demande mais qu'est-ce que les gens croient? Qu'on vit pour une autre finalité que la mort? C'est ça la problématique que nous avons. Là, on vient de voir une démonstration de force en Côte d'Ivoire, là. D'accord? Pays auquel on aime beaucoup se comparer en disant que bon voilà, on est comme eux et tout et tout. On a vu 1 million de gens battre le pavé, je ne sais pas hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Hier pour empêcher un 4e mandat. Pour empêcher un 4e mandat. Voilà. Et pendant que les gens sont dans ça, d'autres viennent nous raconter que tuer des gens, vraiment j'aimerais que ça arrive à quelqu'un de votre famille, monsieur Larry Mouniessous. Comme ça on verra si vous allez continuer à tenir le même langage de dire que les gens, et ça c'est partout que ça arrive. Donc voilà, moi je pense qu'il y a cette culture je sais pas, est-ce que c'est une culture, il y a ce cancer. Le cancer de la peur, les gens ont un tel attachement à la vie que finalement ils préfèrent ne pas vivre mais quand même respirer, voilà, que de se battre. Plus l'attachement à la survie qu'à la vie. Bon voilà, que de se battre pour les autres générations. Parce que je vous dis, ce qu'on vit aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons où? Nous parlons en Europe. Les ancêtres des gens qui ont construit l'Europe, vous pensez qu'ils ont fait quoi? Ils se sont sacrifiés. Vous connaissez l'histoire de France? Des révolutions et compagnie. Aujourd'hui, on est content d'être dans des lieux où, regardez, l'essentiel de la contestation camerounaise aujourd'hui vit où? En Europe. Vit en Europe. C'est-à-dire que l'essentiel des gens qui la ramènent pour animer un peu ce débat et pour ne pas permettre que ces gens continuent à dormir du sommeil du juste, l'essentiel de ces gens sont en Europe. Mais est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle les choses restent dans l'état? Parce qu'en fait, si les gens étaient si mal, ils manifesteraient sur place. Pourquoi est-ce que c'est quand on est à l'extérieur qu'on s'agite un peu plus? Bon, mais je viens de vous le dire. C'est-à-dire que ça participe d'un processus qui a été entretenu longuement. Mais nous, on a connu le Cameroun. Moi, j'étais en 92. Hein. J'étais jeune, mais j'ai assisté aux villes mortes au Cameroun, à l'époque, à Douala. Et tout, c'est bien des Camerounais qui agissaient. En 2008, je suis arrivé au Cameroun, je crois le 29 février. À quelques jours ou bien en plein émeute. Hein, de la faim, c'est oui, ça? Oui. En 2008, je crois. Oui, 2008. J'étais au Cameroun, dépêché par le média dans lequel je travaillais à l'époque pour aller couvrir ces émeutes de la faim. C'est bien des Camerounais qui se sont levés, qui ont marché. Moi, ce qui m'a intéressé dans cet épisode, c'est la réaction du président de la République du Cameroun à l'époque, qui, pendant qu'on s'attendait à ce qu'il vienne du Haut-Jean, bon, voilà, je vous ai compris, vous ne pouvez pas vous lever pour rien, pour commencer à crier si tout va bien. Non, il est plutôt venu sous le ton des menaces, comme ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'ils répondent à la contestation par des menaces de tout genre, et c'est comme ça qu'ils sont parvenus à tenir des gens. Non,
Tout le monde ne peut pas être tenu de cette façon. Et il ne faut pas croire que les gens ne manifestent que quand ils sortent de l'étranger. Moi, j'ai vu Paul Tuta au Cameroun, victime d'une agression très violente, où il a quasiment failli perdre un œil. À l'époque au Cameroun, il était sur place. D'ailleurs, je pense que c'était la deuxième, parce qu'une fois déjà, il contestait. Il s'est fait tabasser également. Quand Martinez Zogo est mort, moi j'étais sur place au Cameroun, et j'ai fait une sortie au moment où tout le monde, personne n'osait parler, puisqu'on disait que la pieuvre était là, attendait seulement le premier qui parlerait pour qu'on aille lui réserver le même sort qu'à Martinez. Mais j'étais au Cameroun, et du Cameroun, j'ai tout de suite manifesté mon indignation et puis ma condamnation. Donc c'est dire quoi? C'est dire que non, et il ne faut pas dire ça, c'est juste que d'une manière générale, là où je vous rejoins, les gens ont été conditionnés à l'idée que il y a plus important pour eux, c'est de vivre malgré les conditions et tout, mais pas de bien vivre. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si je m'explique bien. Si je vous entends, mais tout en vous écoutant, je suis en train de lire votre ami Larry Ouamessou qui rapplique. En réalité, je pense que si la technique l'aurait permis, on l'aurait bloqué parce qu'il fait une comparaison. On a besoin d'un Ouattara au Cameroun. Bref, passons à l'essentiel. Est-ce que vous savez, le problème aussi des Camerounais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans notre pays. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire, ce monsieur? Est-ce qu'ils connaissent ce dont ils parlent? Ouais. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où vous allez avoir des débats stériles parce qu'on vous prend d'un côté quelqu'un qui parle des faits et puis ces faits sont contestés par des gens qui donnent leurs opinions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je veux bien débattre avec tous ces gens. S'ils peuvent me dire, je connais la Côte d'Ivoire, j'ai été à Abidjan, je connais Gagnois, je connais Yamoussoukro, j'étais à Daloa, j'étais à Soubré, j'étais à Tiakoun. Je vais bien parler avec tous ces gens-là, à Bassam. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça, qui reste assis chez lui, et puis qui se lève un matin, et puis qui commence à discuter avec toi qui allais sur place, mais c'est une perte de temps. Et c'est ça le débat au Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire que les gens, chacun s'assoit dans sa petite bulle, il commence à s'imaginer ses réalités, et puis sur la base de ces réalités, il veut imposer un débat de société. C'est le propre, le propre des réseaux sociaux. Internet est arrivé aujourd'hui et a démocratisé la médiocrité. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas les capacités, il ose parler de Ouattara. Quand on parle de Ouattara, on peut parler du Cameroun? Ouattara, il a transformé son pays en 3 mandats. On l'a vu, nous on est des témoins. Moi je suis allé en Côte d'Ivoire depuis les années 2000. Depuis les années 2000, j'ai vu la transformation de ce pays en quelques temps, en un laps de temps. Et tout, on peut même pas, il n'y a pas de comparatif. Pourtant, M. Palmer, si vous permettez, oui. Je peux dire que Ouattara, c'est pas votre tasse de thé, parce que vous, on vous a vu plus proche, on va dire, de Gbagbo à l'époque déjà. Et là, vous posez. Mais c'est pas un secret. Moi, j'ai un faible pour Laurent Gbagbo. Nous avons une relation personnelle, humaine, qui fait que c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde tendresse, que je respecterai toujours, avec qui je me sens bien. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que ce que Ouattara a fait ces 3 derniers mandats, eh bien, c'est juste exceptionnel. La Côte d'Ivoire est complètement transformée. Moi, je l'ai visitée, je la connaissais avant. Bon, on dira que c'était dans un contexte conflictuel et tout, de conflictualité. Je l'ai connu aussi sous Alassane Ouattara. C'est juste exceptionnel. Et le dire n'enlève pas du tout la sympathie et la tendresse que j'ai pour Laurent Gbagbo, mais c'est la vérité. Donc, on ne peut pas venir comparer les autres. Est-ce qu'au Cameroun, il y a déjà un cap? Un pays où il n'y a même pas de conseil de ministres? Ça veut dire quoi? Le conseil de ministres permet quand même de fixer un cap à la marche d'un gouvernement. Qu'on sache que bon, il y a tel projet, il y a tel autre projet, on se retrouve tous les mercredis, chacun sort son cartable. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez parlé de 80% de taux de réalisation des projets. Est-ce que ça a avancé? Si ça n'a pas avancé, c'est quoi le problème? Et tout, et comment on règle ce problème? Ça n'existe pas dans un pays. Ça veut dire navigation à vue. Donc on ne va pas le comparer avec un pays comme celui-là qui fonctionne à peu près quand même très bien. En tout cas, où les mécanismes de gestion sont rationnels. Monsieur Palmer, est-ce que le contexte actuel du Cameroun, avec tout ce qui se passe là, est-ce que ça n'augure pas des lendemains très très sombres? Le contexte, oui, bien sûr. Le contexte aujourd'hui, mais il est délétère.
Monsieur Moda, nous l'avons prédit. Voilà 2 ans que je dis, et j'ai fini par laisser ceux qui avaient d'autres idées, d'autres chemins, croire. Voilà 2 ans que je dis qu'on ne vient pas à bout de 43 ans de dictature par les urnes. Qui nomme le président de l'ECAM? Qui nomme le président du Conseil constitutionnel? Qui nomme les ministres? Qui nomme les préfets? Qui nomme les gouverneurs? Qui nomme les sous-préfets? Mais si on ne vient pas à bout d'une dictature de 43 ans par les urnes, vous pensez qu'on vient par quoi? Par la rue, par les armes, par la rue? Mais vous savez très bien quel est mon avis sur la question. Puisque quand je ne me suis pas contenté de dire que ce n'était pas la bonne façon, mais j'ai aussi montré un chemin en disant que pour moi, ces gens-là sont habitués à des privilèges. Ces gens sont habitués à la société où il n'y a pas de mérite, l'absence de mérite. Vous ne leur ferez pas renoncer aux privilèges en leur offrant des pétales d'orchidée. Pour leur faire renoncer à ces privilèges, il faut un coup de force. Je le dis depuis. Est-ce que ce n'est pas clair quand je m'exprime? Il y a sauf que au moment où on devrait être, parce que la problématique que nous avons, Monsieur Moda, excusez-moi de vous couper, c'est pas très poli. La problématique que nous avons est la suivante. Nous avons beaucoup de Camerounais qui sont mobilisés pour qu'il y ait un changement au Cameroun. Mais parmi ces Camerounais mobilisés pour qu'il y ait un changement au Cameroun, je ne pense pas que même 20% sachent à qui nous avons affaire, quelles sont les forces des gens en face. Et quand vous abordez une bataille, un combat contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais c'est un combat qui est à peu près perdu d'avance. On est d'accord? Bien sûr. Donc ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est que toutes les forces du changement, elles ont beau être volontaristes, de bonne foi, tout ce que vous voulez, mais elles n'ont pas pris le temps d'étudier l'adversaire. Moi, quand j'ai entendu des hommes politiques dire non, il faut tous aller aux élections pour défendre, moi je rigole depuis. Parce que je me dis aussi, le fait que quelqu'un soit dans un gouvernement ne veut pas forcément dire qu'il connaît cette mécanique que plus que d'autres qui... Mais bien sûr, on a des ministres qui n'ont jamais eu le chef d'État. Les chefs d'État ne veulent pas forcément dire qu'ils connaissent cette mécanique. Mais quand j'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais c'est de la naïveté ou alors tout simplement un petit jeu. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui... Vous avez déjà vu le président Biya? Le président Biya, pour lui, il est un monarque. Vous voyez même ses attitudes. Il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a des comptes à rendre à un peuple. Il se comporte comme quelqu'un à qui on doit tout, quoi. C'est-à-dire que les gens doivent se mettre au pas, croiser les bras. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Mais ça, c'était le Biya d'avant. Aujourd'hui, ce Biya, c'est plus l'individu fringant qu'on voyait. Aujourd'hui, il n'est même plus, s'il faut dire les choses telles quelles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Cameroun, Biya, il a encore à faire? Larry Monier-Sous, je ne veux pas ces débats-là, s'il vous plaît. Permettez-nous d'avancer dans la sérénité. Si vous voulez un débat, vous faites-vous inviter par Monsieur Moda et puis bon... Mais non, je ne reçois pas des invités comme ça. Voilà, donc le DA de Paris prône le mérite, la famille Bosch. Est-ce que la famille Bosch est-ce que la famille Bosch est parisienne pour avoir fait l'État à Paris? Voilà. Est-ce qu'ils connaissent ce que fait que l'État à Paris? Et en plus, vous pensez qu'on construit une puissance par la médiocrité? Il n'est pas, si c'est les médiocres qui construisaient un pays, ben, le Cameroun sera un pays développé. On peut bien faire un parallèle. Donc quand vous dites pas de l'ENA à Paris... Monsieur Palmer, là il parle, il s'exprime, il raconte n'importe quoi. Je ne vais pas étaler si mon parcours académique. J'ai un cursus académique qui me permet de parler avec autorité. Donc j'ai fait Sciences Po droit, ça veut dire ce que ça veut dire. Je l'ai fait ici à Paris. Donc un individu comme celui-ci, je ne discute pas avec lui. Avec tout le respect que je dois à votre direct, parce que sexuellement, des individus comme ça, on fera un tout petit peu l'économie d'en parler. Donc, M. Palmer, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, au Cameroun, traverse une crise grave. Au regard de votre posture, au regard de votre expertise, qu'est-ce qu'on peut attendre du 12 octobre 2025? Ah ben rien. Rien. Ben, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que bon, le vieux a fait tellement de stratégie que bon, je crois que sa stratégie n'avait pas pensé la situation où il serait en incapacité physique de pouvoir continuer à tirer les marrons du feu. Et donc aujourd'hui, on est aux limites de sa stratégie. Les limites, c'est que bon, étant en incapacité physique de continuer à tirer les marrons du feu,
ce sont les bébés, hein, les bébés Machiavel qu'il a fabriqués autour de lui aujourd'hui qui ont repris les choses en main. Sauf que, est-ce qu'ils ont le même talent politique que lui? Non, clairement, puisque nous voyons depuis 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait du pouvoir qu'on leur a donné? Vous savez, à grand pouvoir correspond à grande responsabilité. Donc, si vous donnez le pouvoir à n'importe quelle main, eh bien, ce que ça peut générer, c'est du n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi qu'on vit au Cameroun depuis 2018 jusqu'à ce jour. Donc, clairement, aujourd'hui, les gens qui se retrouvent là avec un pouvoir qui brûle dans les mains sont des gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas la carrure pour pouvoir assumer, endosser le pouvoir. Et donc, de manière très très claire, moi je peux vous dire qu'il n'y a rien à attendre de 2012, du 12 octobre, pardon. Je le dis depuis 2 ans, que les Camerounais doivent tirer les leçons qui s'imposent. Et quand je dis Camerounais, moi j'ai acté le fait que, franchement, je n'attends pas qu'il y ait un soulèvement populaire. C'est pas du tout parce que le Camerounais est de nature un peu couard. En tout cas, le Camerounais, génération Biya, est de nature un peu couard. Ils ont été tellement lobotomisés que pour eux, bon voilà, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Je les comprends. Mais aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a une classe dominante actuelle, une minorité dominante, qui est, allez, entre guillemets, éduquée. Cette minorité dominante doit faire face à la minorité dans les forces du changement qui a le même niveau d'éducation ou un niveau d'éducation supérieur pour créer l'équilibre de la terreur, pour équilibrer la terreur. Donc il ne faut pas aborder cette chose avec des émotions. Je ne sais pas si on se comprend, Monsieur Moda. C'est-à-dire que le but du jeu, vous ne pouvez pas attaquer la dictature de Biya en faisant quoi? En faisant des slogans, en utilisant la parole de manière intempestive, sans conceptualisation, sans penser les actions et tout. Si vous faites ça, ben, ce qui se passe, c'est que vous êtes manipulé, comme on le voit là. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, nous l'avions anticipé. Nous l'avions anticipé, nous savons très bien que le pouvoir camerounais choisit ses opposants. Hein, c'est pas nouveau, hein. Depuis le début des 43 ans, ça a toujours été ça. Dès qu'on a parlé de schéma démocratique, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé, bon, allez, c'est nous qui allons redistribuer les cartes. Bon, toi, tu vas être opposant, toi, tu vas être l'opposant principal et tout. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, allez, le matin, vas-y, tu nous insultes copieusement. Ah, mais tu nous as pas assez insulté hier, c'est pas bien. Les gens vont finir par se douter qu'il y a quelque chose. Donc, repars demain à la télé, insulte-nous copieusement, et bien, et puis voilà. Nous, on va t'accoler le statut d'opposant. Numéro 1. Et de numéro 1 d'opposition. Et puis, bon, quand tu as fait ça, ben, ça fait que nos partenaires internationaux, on va leur dire, ben, tenez, il y a la démocratie au Cameroun, la liberté d'expression, regardez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont fait ça, ils sont allés au niveau des médias, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que la quasi-totalité des médias qui existent au Cameroun aujourd'hui, tous sont tenus en coupe réglée. Moi, je connais des noms de médias. Je ne veux juste pas vexer des gens qui sont financés. C'est-à-dire que si on dit aux Camerounais d'où l'argent pour faire fonctionner ces médias viennent, ils vont tomber sur leur chaise. Donc ça, c'est une organisation du pouvoir. C'est des gens qui ont pensé la pérennisation de leur système sur 20, 30, 40, 50 ans. Donc vous n'allez pas à la lutte avec des gens comme ça, en mettant les émotions, en mettant les organes, comme on dit chez nous. Vous ne pouvez pas. Pour aller à la lutte contre des gens comme ça, il faut avoir un niveau d'expertise supérieur ou au moins égal. Voilà, là vous pouvez équilibrer la terreur. Donc, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gros des forces du changement, qui déjà manquent d'organisation, ne connaissent pas l'adversaire en face. C'est-à-dire qu'ils vont lutter contre un Biya avec les émotions en s'excitant. Non, ces gens ne sont pas excités. Au palais, quand vous arrivez au palais de l'unité, la première chose qui vous frappe, c'est le silence qu'il y a dans les couloirs. Vous n'entendez pas le bruit. Ça veut dire ambiance très studieuse. Et les gens qui travaillent là, ce n'est pas des rigolos. C'est des cerveaux d'un autre niveau et qui travaillent et disent, bon, voilà comment on va casser la basse. C'est des cerveaux reliés au service du mal. Oui, des cerveaux réunis au service du mal. Comment on casse tel mouvement qui est né et tout. Et des mecs qui tracent sur papier, voilà l'action qu'on va poser. Comment est-ce qu'on dilue l'action de la diaspora?
bon, on va donner de l'argent à ceux-ci et puis on va susciter une querelle entre eux, ils vont commencer à se quereller et finalement, les gens même qui veulent le changement n'auront plus de repères. Donc c'est des choses qui sont pensées par des cerveaux en face. On ne peut pas opposer à ces cerveaux des gens qui viennent juste réagir avec des émotions en faisant des mouvements de bras. Moi j'ai par exemple vu là, Conseil constitutionnel, il y a tel... Mais qu'est-ce que les gens croyaient? Qu'est-ce qu'ils croyaient? Vous pensez honnêtement que quelqu'un peut être un danger? Mais on a vu tous ceux qui sont des dangers réels pour le pouvoir burundais. On sait ils sont hors jeu et parfois brutalement. Vous pensez que Paul Éric Kingay, il est mort parce que c'était son heure? Non. Ou Penda et Koka? Les vrais gens qui ont la capacité de mettre en difficulté ce pouvoir, on sait quel est le sort qui leur est réservé. Hein? Quand vous pensez qu'un type comme Guérandi Bara, parti en exil depuis 1984... Que je connais particulièrement. Bon voilà, on a continué à le traquer et pour finalement avoir sa peau plus de 20 ans après qu'il soit là en exil. Mais c'est dire que ce pouvoir n'est pas du genre à copiner ou à supporter qu'il y ait une vraie menace quelque part sans que cette menace, il l'ait neutralisée. Donc c'est pour vous dire qu'on est face à un truc, malheureusement aujourd'hui, on est dans une cacophonie telle que chacun parle de son côté, il n'y a personne qui écoute et tout, et donc ça parle, mais on ne vient pas à bout des gens qui s'asseyent, qui tracent sur le papier des stratégies par juste des mouvements de bras, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait bien expliquer. Bien sûr, parce que là, quand je vous écoute, en fait, pour vous, l'opposition actuellement, au lieu de s'organiser, se prépare plutôt à avancer et à aller au 12 octobre. Mais c'est qui l'opposition? Quand vous dites l'opposition, là, c'est qui à votre avis? Citez-moi des noms, je vais vous déconstruire ça tout de suite. C'est qui l'opposition? Pour être sincère avec vous, je serais capable de vous citer 5 véritables noms. Mais je vais citer. Donnez-moi un nom, je vous donne des éléments tout de suite. Je vous en donner. Je suis généreux, je vais être généreux aujourd'hui. Je vais vous en donner 6. Oui. Bellouba Maïgari. Alors, Bellouba Maïgari était le premier ministre de Paul Biya en 1982. Ça fait 43 ans qu'il est dans le système. Et vous pensez que 43 ans après, ce type-là peut être un apôtre du changement? Et c'est Thierry Babakari. C'est le beau-père, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est la famille du président de la République, parce qu'il y a des liens familiaux. Donc il ne peut en aucun cas être opposant de quoi que ce soit. Et pourtant, il a peut-être du mérite, il a du talent et tout, mais en l'espèce... Si cette Chiroba s'est passé à Kéremouna, Maître Kéremouna. Mais à Kéremouna, c'est qui? À Kéremouna, c'est un enfant du système. C'est un enfant du système. Vous pensez réellement qu'à Kéremouna peut être contre le président de la République? Ne me parlez pas des gens qui dorment au palais, hein, parce que nous les connaissons tous. Je vous le dis, ça c'est les choses qui passent avec les Camerounais qui... Là où ces gens vont, nous avons dormi là-bas pendant longtemps. Et nous y avons toujours des gens, des familles et autres qui y travaillent. Donc je peux vous dire, sauf que bon, là je ne suis pas sorti aujourd'hui pour choquer des gens, mais je peux vous dire un tel que vous voyez se balader avec le manteau d'opposant, tel jour il a été reçu par le président et les gens feraient tomber leur chapeau à apprendre des choses. Donc Akira Mouna, c'est un enfant du système, il est loin d'être un opposant. Bon là j'ai cité des jeunes de la vieille école, on va venir un tout petit peu à la jeunesse. Serge Espoir Batomba. Alors, il est sympathique, Serge, mais c'est pas de lui que viendra le danger. Kabwa Libi, pour ne pas le citer. Kabwa Libi, c'est les enfants du système. Samuel Eyobi. Pourquoi il s'est brouillé, à votre avis? Pourquoi il s'est brouillé avec la base qui a fait de lui un homme politique? Parce que beaucoup de gens oublient toujours le cheminement. Au départ, c'était un personnage médiatique, une personnalité médiatique. C'était civil, 11 millions d'êtres. Non, même pas. Intervenant sur les plateaux de télé comme chroniqueur. Exactement, bien sûr. Vous vous souvenez? Bien sûr. Bon, voilà. À Vox Africa, bon, puis alors, Canal 2 et puis un peu partout. D'ailleurs, la dernière, c'était... Qui lui a vu en premier un destin de politique, un destin de tribun qui pouvait incarner un leadership politique? Excusez-moi, mais c'est les Babilékés qui ont vu en lui quelqu'un qui pouvait être un leader politique et qui se sont constitués derrière lui en force, qui ont mis de l'argent et tout pour l'aider à se structurer, donc le mouvement 11 millions. Pourquoi ces gens-là sont en rupture avec lui aujourd'hui? C'est parce qu'il est toujours opposant. Je ne crois pas. Mais certains disent que c'est parce qu'il n'a pas voulu se rallier au candidat
célébré par cette communauté. Vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, quand il y a eu, à l'époque des décolonisations, quand il a fallu que Oumyobé aille défendre les souverainistes camerounais aux Nations Unies, est-ce que vous savez que ceux qui ont financé le voyage d'Oumyobé, c'était les chefs Bamileke? Et donc ils ont regardé, autant qu'ils étaient, ils ont dit, bon, lui, il a l'étoffe d'un leader, on va miser sur lui, c'est lui qui doit partir. Pourquoi à l'époque ils ne sont pas dit, bon, comme c'est nous qui avons l'argent et tout, on va choisir notre frère Bamileke, c'est lui qui va aller représenter le Cameroun. Ils ont misé sur Oumyobé. Donc moi je refuse, je ne partage pas dans l'absolu. Il ne faut pas confondre la bande d'excités qui aujourd'hui sont en train de jeter le discrédit sur tout un peuple, à l'ensemble du peuple. Mais je vous dis bien, à l'époque, c'est les chefs Bamileke qui se sont cotisés pour financer le voyage d'Oumyobé aux Nations Unies. Or, détenant les cordons de la bourse, ils auraient pu dire, si c'était des tribalistes, bon non, lui, comme il n'est pas Bamileke comme nous, on va envoyer notre frère, c'est nous qui avons l'argent. Donc moi je ne pense pas ça, je pense qu'il y a une trahison. Moi j'ai été patron de parti politique au Cameroun sur une courte période. Et je vais vous étonner, mais mes plus gros financeurs, mes plus gros financiers, c'était des Bamileke, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire j'étais là un jour, tel m'appelle des Royaumes-Unis, tel m'appelle du Canada, tel m'appelle des États-Unis, pour me dire des gens qui n'étaient pas du tout de mon aire géographique. Donc moi je ne crois pas... C'est quoi d'après vous, qu'est-ce qui détermine ces actions? C'est la fibre patriotique qu'on peut leur reconnaître il y a une explication historique. Laquelle? Les qui se sont mobilisés au mieux? Quelles sont les communautés camerounaises qui sont mobilisées? En tout cas, les Bamileke font partie de ces communautés qui sont mobilisées pour la décolonisation, pour les luttes d'indépendance. Donc c'est un truc qu'ils ont quelque part dans l'ADN. Hein? Donc moi je ne partage pas totalement l'avis de gens. Il y a une horde d'excités, c'est vrai, qui dessert d'ailleurs le gros, parce que nous on connaît. Si je vous dis qui m'a appelé avant qu'on ne se parle tout à l'heure, parce que nous avons une traditionnelle rencontre et tout, vous n'allez jamais croire qui m'a appelé. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de mon aire géographique. Et d'ailleurs, cet hommage que vous rendez aujourd'hui, vous le rendez à un Bamileke. Ben oui. Quoi. Voilà. C'était qui, Narcisse Fokam? Le jour il me prend, il me dit, allons, on va voir Fokam et tout. Est-ce qu'il a regardé que à lui il est pas, c'est un quoi, donc comme il est en quoi, je peux pas l'amener chez Fokam. Il a fait ce qu'il avait à faire, qu'on aille voir Fokam, discuter avec lui. Après ce que Fokam a fait, ça c'est son souci, c'est son problème. Mais moi je retiens l'acte qui a été posé. C'est 30 ans de compagnonnage dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est pas 30 ans de compagnonnage à faire de l'hypocrisie. Donc il y a des vérités comme ça qu'il faut restaurer dans l'histoire de notre pays. Donc en clair, moi ce que je vous disais, c'est que le pouvoir à Yaoundé a choisi lui-même son opposition. Monsieur Palmer, oui. J'ai une question d'un auditeur ici, enfin d'un followeur, qui pose la question de savoir, est-ce que c'est pas, comment je dirais ça, est-ce que c'est pas un tout petit peu prendre un raccourci que de penser que toutes les personnes qui ont servi le régime, là notamment El City Satiroma, ne peuvent pas avoir un regard critique sur le régime qu'ils ont servi? Non, ils peuvent avoir un regard critique. Vous savez, moi je connais Issa Tirouma personnellement. Franchement, c'est pas un type que j'insulterais. Vous comprenez? Parce que j'ai pas une expérience négative avec lui, une expérience personnelle. Mais connaissant l'environnement politique camerounais, connaissant des choses même que je vous ai dit, certaines personnes qui sont dans le gouvernement ignorent. Parce que parfois, la sphère d'influence de certaines personnes s'arrête à leur ministère. Nous, on sait ce qu'il y a dans les NEMS. Sachant ce qu'il y a dans le fond des choses, je sais qu'il est impossible. Vraiment, c'est très rare d'avoir des gens qui ont servi à ce niveau et qui soient libres. Je parle de liberté, ça veut dire... Parce qu'on peut vouloir dire des choses, mais quand on est tenu, parce que la problématique, c'est celle-là. Quand on est tenu par divers types de compromissions et tout, même quand on veut, on ne peut pas. On ne peut pas dire ce qu'on veut, parce que bon, on vous agite toujours le spectre. Voilà. Ah ouais, tu veux te rebeller, tu as oublié telle ou telle chose, et puis tu rentres dans ta petite coquille, tu restes tranquille. Donc moi, je ne crois pas du tout que quelqu'un, je vous le dis, le pouvoir de Yaoundé ne laisserait pas monter et descendre quelqu'un qui les gêne réellement.
Vous comprenez bien ce que je vous dis? Bien sûr. Ils ont tous les moyens, ils ont une vraie ingénierie, soit pour assassiner des gens, soit pour les pousser à ne jamais parler, soit pour les contre. Non, ils vont pas vous laisser prendre des avions. Ah oui, je vais à Garoua. Et puis je suis dans mon avion, je vais à Garoua. Alors je reviens, je vais aller aux États-Unis. Et puis je vais aux États-Unis. Non, ça se passe pas comme ça. Et vraiment, c'est les naïfs qui ne savent pas ce qui se passe au Cameroun qui peuvent penser que ça fonctionne comme ça. Moi, quand j'ai vu ces deux profils, donc Bello Bouba Maïgari dire je démissionne, un type qui est resté complètement invisible durant tout le temps. Mais c'est même une insulte pour le Cameroun. Vous vous rendez compte, M. Mouda? Nous sommes en 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en 2025, les gens qui représentent l'avenir, hein, sur lesquels on peut projeter l'avenir du Cameroun, c'est des vieux. Vous avez vu Bello Bouba ces derniers temps? Oui, bien sûr. Vous pensez qu'il est très différent de M. Biya? Certainement pas. Hein? C'est quelqu'un d'épuisé. Hein? Aujourd'hui, on est là, on réfléchit, on se dit, mais comment est-ce qu'on va gérer le chômage de masse que nous avons chez nous? Certains en sont encore à l'industrialisation. Mais l'industrialisation qui est en train d'être battue en brèche par des choses comme l'intelligence artificielle. Donc, on a besoin des cerveaux qui vont vite. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une boîte mail, Bello Bouba, qui sache comment on se sert d'un... Et c'est un type comme ça que les gens voient comme futur président du Cameroun. Mais pour amener le Cameroun où? Mais arrêtons de plaisanter, Monsieur Moda. Et regardez tous ces profils. C'est des gens qui sont dans le même sillage. Parce que même Monsieur Tiroma, pour qui j'ai une grande affection, mais il n'est plus dans le coup. Sa place est en retraite. Être assis quelque part à Pompomré, et puis là-bas à Pompomré, on lui sert de la bouillie de mille, et puis de temps en temps, on vient discuter avec lui pour avoir des souvenirs de gouvernance. Mais sa place n'est pas à s'imaginer aujourd'hui comme président de la République du Cameroun. Mais c'est Biya qui a mis toutes ces conneries dans la tête des gens ou quoi? Le Cameroun, c'est un pays qu'il faut respecter. Hein. Biya est devenu président du Cameroun à quel âge? Il avait 49 ans. Ah oui? Il avait 49 ans, il est devenu président du Cameroun, donc on veut venir le mettre qui à la tête du pays? Aujourd'hui, même un homme de 70 ans est trop âgé pour être président du Cameroun. Je ne dis pas que la jeunesse est un gage de savoir, mais gouverner, ça nécessite de l'énergie. Il faut pouvoir faire le tour de la planète dans un pays comme le nôtre qui accuse près de 40 ans de retard. Il faut rattraper ce retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un mec qui est au taquet, quoi, qui est dans l'avion, qui va en Inde, qui va discuter là-bas, l'installation d'une Silicon Valley. Il faut que le lendemain, qu'il soit aux États-Unis. Tu vois, tous ces vieillards consentir ces efforts physiques, mais ils ne peuvent pas, même s'ils le veulent. Donc quand on dit qu'il faut un profil jeune, bon, on ne dit pas qu'il faut un profil jeune parce qu'on est dans le jeunisme. On sait par ailleurs que la jeunesse camerounaise, elle est très décevante. En tout cas, une partie de cette jeunesse est très décevante. Mais on le dit, sachant c'est quoi la réalité du pouvoir. Le pouvoir, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas cette énergie qu'on retrouvera chez ces gens déjà amortis, à mon avis. Monsieur Palmer. Oui. Monsieur Palmer. Tout récemment, vous avez évoqué avec moi off l'exemple béninois. Qu'est-ce que le geste, qu'est-ce que le Bénin, à travers son président Patrice Talon, nous enseigne? Oh, c'est la très grande classe, Patrice Talon. Hein, c'est un homme à part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on a le président Ouattara, très bon technocrate, hein, qui a travaillé à ici son pays. Nous avons au Bénin le président Patrice Talon, c'est un homme d'une très grande classe avec une vraie érudition, mais surtout de la grandeur. Parce que M. Mouda, moi je vais vous faire une confidence. Pour avoir sillonné le monde, pour être allé un peu partout, j'ai vu très peu de grands en Afrique. J'ai vu très peu de grands en Afrique. Le grand dans le sens de la grandeur. Vous voyez des gens qui ont des statuts, on va vous dire, ah oui, tel c'est le ministre, tel c'est le président, mais est-ce que c'est des grands dans le sens des valeurs et tout? J'en ai vu très peu. Et dans la shortlist que je peux développer dans mon panthéon personnel, je crois que Patrice Talon en fait partie. Mon plus gros regret, c'est de ne pas l'avoir, de ne pas m'être rapproché de lui dans le temps de sa gouvernance. Parce que je pense que tout ce qu'il a fait de très intéressant méritait d'être sublimé. Pourquoi? Pour l'émulation. Hein, parce que voilà, il est important que d'autres chefs d'État puissent voir ce qui se passe au Bénin pour peut-être s'en inspirer.
De toute façon, là, l'entretien va tirer à sa fin. Est-ce que vous avez un ou deux mots à dire aux personnes qui vous suivent? Bon, alors, ce que je vais dire à tous ceux qui nous suivent, c'est que le moment est venu de lancer un vaste rassemblement des forces du changement. Là, nous avons une expérience, celle qui montre que sans un dialogue, sans des concertations, on ne peut pas aller loin. Parce qu'il y a plusieurs mois en arrière, quand nous disions que bon, ce chemin qui est emprunté là, c'est en réalité on est en train de jouer le jeu du pouvoir, parce qu'on ne viendra pas à bout d'eux en utilisant des méthodes qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Bon, les gens ne le comprenaient pas. Bon, je crois que maintenant, le temps est arrivé pour que les uns et les autres le comprennent. Moi, je crois qu'il n'est pas trop tard. Au contraire, il y a encore beaucoup de leviers. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit commencer à se parler. Il faut élargir le cercle des gens qui dialoguent, en tout cas au niveau des forces du changement. Parce qu'il y a des stratégies, il y a des solutions. Et chacun a un bout de la solution, mais je vous promets, si on parvient à mettre ces bouts des solutions, chaque petit bout, ensemble, on arrive à quelque chose de redoutable. Monsieur Palmer, excusez-moi, je vais vous relancer sur un sujet. Est-ce que, parlant de l'opposition, parlant de la férocité des régimes, hier ou avant-hier, un opposant tchadien, pour ne pas le nommer, Succès Massara, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme au Cameroun. Rarement on a vu un opposant condamné à une telle peine. Alors, le problème de Succès Massara, c'est que c'est quelqu'un qui a suscité une large adhésion populaire comme figure du changement, oui, avec un très fort espoir, mais on l'a vu... Qui a été Premier ministre. Qui est devenu Premier ministre, et puis toute la rhétorique qu'il portait avant d'être Premier ministre. En tout cas, on n'a pas un bilan qui est très éloquent, très élogieux de son passage au Premier ministère. Donc aujourd'hui, ça a généré ce qu'on appelle une espèce de démobilisation. Parce que c'est aussi ça le problème. Il faut des hommes politiques crédibles. Et la crédibilité, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein? Vous voyez? Il faut de l'adéquation entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. La problématique aujourd'hui en Afrique, c'est que la plupart du temps, vous avez des gens qui viennent, qui racontent des bobards parce qu'ils veulent arriver à des postes de privilège. Et quand ils sont à ces postes, ils oublient complètement toutes les promesses qui ont été faites. Ça arrive à quoi? Ça arrive à la perte de crédibilité. Est-ce qu'il avait les moyens de tenir ces promesses? Bon, mais vous savez, on n'est pas obligé d'être Premier ministre. Hein. Moi, je n'accepterai pas un poste ministériel, par exemple, si je n'y vais pas pour dérouler un projet, s'il n'y a pas un accord de gouvernance. Si je ne vous dis pas, bon, écoutez, moi je vais peut-être ministre de l'Environnement, et puis on me dit, ok, monsieur Palmer, on est d'accord pour que vous soyez ministre de l'Environnement, je viens avec ma feuille de route. Bon, je vais être ministre de l'Environnement pour faire telle chose. Je veux que chaque élève, à chaque début de rentrée, plante un arbre. Cet arbre doit être numéroté avec une possibilité par l'IA de pouvoir le retrouver des années après. Ça nous permettra de reconstruire une muraille verte dans l'ensemble du territoire. C'est mon projet. Maintenant, si vous me dites non, ce projet ne colle pas avec ce qu'on veut faire, pourquoi je vais être ministre? Monsieur Palmer. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il faut que les gens soient crédibles. Ne dites pas des choses que vous n'allez pas faire. Parce que quand vous ne les faites pas, vous démobilisez des gens qui étaient pourtant de bonne foi. Et quand vous démobilisez, vous êtes plus crédible et vous êtes seul. Et donc, on vous donne 20 ans de prison. Vous comprenez un peu? Il n'y a personne qui va se lever pour pleurer sur votre sort. Attention, je veux préciser un élément important tout de même. Parlant de Succès Massara, en réalité, on lui reproche d'avoir... Je sais ce qu'on lui reproche. C'est un tout petit peu ce qu'on peut vous reprocher à vous également. Oui. Parce que dans le modus operandi, excusez-moi, monsieur Palmer, dans le modus operandi des actions que vous supposez, vous appelez presque au soulèvement, vous appelez presque à une action de force pour faire partir. C'est légitime. C'est la même chose. Puisque nous sommes non, il n'est pas crédible, Succès Massara, parce qu'il était Premier ministre. Et quand il était Premier ministre, on ne l'a pas entendu sur ces questions. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire la différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un bonhomme qui a exercé le pouvoir. Avant d'exercer le pouvoir, il a tenu une promesse. Et une fois au pouvoir, on n'a plus entendu parler de ces questions. Et le résultat, c'est quoi? Il a perdu son socle. Et puis, à partir du moment où vous n'avez plus de socle, vous devenez à la merci des adversaires qui font faire de vous ce qu'ils veulent.
Moi, c'est ce que je dis. Rassurez-vous, si Succès Masra n'avait pas été Premier ministre et donc n'avait pas eu le temps de montrer ce qu'il peut faire, en tout cas de poser des actes en adéquation avec les discours qui tenaient auparavant, vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, il y aura une telle mobilisation que même le pouvoir n'oserait pas lui donner une telle condamnation. Pourquoi on lui donne cette condamnation? Mais c'est parce qu'on sait que, comme politique, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde mobilisé autour de lui au regard de son expérience de Premier ministre passé. Monsieur Palmer, est-ce que l'Afrique, dans sa globalité, exception faite de quelques pays tels que le Sénégal, peut-être le Ghana, dans une certaine mesure, peut penser organiser sa société sous le prisme de la démocratie telle que les puissances... Moi, je ne pense pas que la démocratie soit un vecteur de développement. Ça n'a rien à voir, la démocratie et le développement, c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est un vecteur d'organisation sociale? On n'est pas prêt, monsieur. Pour qu'on parle de démocratie, il faut qu'on ait un niveau d'éducation. Ça, c'est un vrai problème, une vraie problématique. Éducation ou bien instruction? Non, éducation, il faut qu'on ait des gens éduqués. Okay. D'accord. Éduquer, ça dit que bon, chacun sait c'est quoi la morale, c'est quoi son devoir de citoyen, que les droits ouvrent la voie à des devoirs. C'est un certain nombre de choses qu'il faut additionner et qui permet d'avoir ce qu'on appelle un citoyen pour une société. Moi, je pense que en réalité aujourd'hui, l'Afrique, c'est pas de démocratie dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de développement. Et pour ça, il faut dans un premier temps des gens capables de dicter une marche, un ordre de marche à la société et tous les autres vont appliquer. Donc il faut en réalité des systèmes dirigistes. C'est de cette manière qu'on peut s'en sortir. Ceux qui ont prescrit la démocratie en Afrique, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aimaient les Africains. Ils ont fait parce qu'ils savaient que c'est le meilleur moyen de retarder l'Afrique et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas avancer. La preuve, vous voyez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure. On est mobilisé pour le combat du changement, il faut que les choses changent. Il y a 100 000 voix qui s'expriment. Et parmi les 100 000 voix, peut-être 99 000 inexpertes. Mais toutes ces voix se valent au nom de la démocratie. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de l'inefficacité. Vous comprenez, Monsieur Moda? Ça donne de l'inefficacité. Donc moi, je pense que ce vers quoi il faut aller, c'est vers des systèmes dirigés. Ce qu'Aïdio a fait. Est-ce que le Cameroun se portait mal soit idiot que Soubia? Que de dire aux gens, vous pouvez parler, ben vous parlez, vous ne pouvez pas manger. Vous n'avez pas d'emploi, vous êtes assis chez vous, ça nous apporte quoi? Mais si je vous écoute bien, si on vous écoute, pour vous, le modèle AES, c'est un modèle inspirant? Bien sûr que c'est un modèle inspirant. La preuve, regardez les grands bonds en avant qu'ils ont fait en un laps de temps par rapport à ceux qui ont été là pendant 60 ans. C'était les pouvoirs quoi? C'était les pouvoirs civils. Parce que ça aussi, c'est un truc que les gens ne disent pas assez. Il faut qu'on soit capable de faire notre autocritique. Quel est le bilan des pouvoirs civils en Afrique pendant les 60 dernières années? Et est-ce que l'éruption de coups d'État dans des États en Afrique n'est pas du fait de l'échec des systèmes de pouvoir civil qui ont été installés où les gens se comportent en réalité, comme je le disais tout à l'heure, comme des monarques de droit divin? Ils ne sont pas là au service du peuple. À quoi ça nous sert d'avoir des dirigeants civils si ces derniers ne travaillent pas pour les États? De vous à moi, Monsieur Moda, vous avez un militaire qui travaille pour le développement du Cameroun et vous avez un civil qui ne fout rien. Vous allez choisir quoi? Le civil juste pour vous faire jojo? Mais on a un exemple par là. De toute façon, la plupart de ce qu'on considère comme la démocratie dans certains pays africains ont eu à leur tête à une époque des militaires. Ben voilà. Je prends le cas du Ghana avec Raouli, ce qui est venu. Je peux prendre le cas, on va dire, du Rwanda sortant, on va dire, d'un génocide. On a vu ce qu'a fait Kagame. Et puis d'ailleurs, une des références françaises aujourd'hui, c'est qui? C'est De Gaulle. Ben voilà. Dis bien le général De Gaulle. De Gaulle, bon voilà. Donc, c'est des débats qu'il faut vraiment aborder de manière très sereine, étant assez calme, parce que c'est des débats qui peuvent structurer la pensée pour les générations qui viennent. Mais il faut que ce soit dans un état pacifié, pas dans un état où c'est le règne de l'ensauvagement, comme le cas du Cameroun aujourd'hui. Vous voyez, le fait que vous et moi nous parlions, ça énerve des gens qui vont nous envoyer des tueurs. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, ils n'ont pas la capacité de nous répondre par des arguments, par des mots. Donc, et les gens nous disent on est dans un état de droit et à la paix. Non, il n'y a pas la paix quand votre vie est menacée de violence, parce que vous ne pouvez pas exprimer votre ressenti, vous ne pouvez pas dire vos opinions. Comprenez? C'est un vrai problème.
Merci encore, M. Palmer, C'est moi, de nous avoir accordé ce moment-là. Nos condoléances pour votre ami perdu. Et on se dit à bientôt. D'ailleurs, vous avez dit que vous allez réaliser un hommage spécial pour lui, c'est ça? Oui, on fera une émission hommage où je partagerai avec les téléspectateurs les archives que je garde de lui sur toutes ces années et tous les tournages que nous avons fait ensemble. Mes condoléances, M. Palmer. Merci beaucoup et merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui, M. Moda. Et au revoir à nos amis qui regardaient. Il fera beau au Cameroun bientôt. Aura. Mais vous savez, avant le calme, il y a quoi on dit La tempête. La tempête, voilà. Donc voilà, on passera par ces étapes, il faut les respecter, ça fait partie de la vie. Merci bien.